Bonjour Georges. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Vertical Project concernant la sortie de ton dernier film intitulé Le temps des ovnis. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce film et quelles sont les circonstances de la genèse de ce projet qui est un projet ambitieux mais aussi dangereux et piégeant parce que la question des ovnis est toujours un petit peu tabou à notre époque. Eh bien, ce qui m'a poussé à faire le film, c'est toi, puisque j'étais en plein tournage dans le centre de la Terre des arêtes de poissons, dans les énigmes de ces souterrains mystérieux de Lyon, et tu m'as proposé d'aller voir les énigmes du ciel, puisque les ovnis, c'est quand même une énigme. Donc ça m'a semblé être un sujet passionnant, intéressant. Je m'y étais déjà intéressé il y a très longtemps, et j'ai hésité parce que je voyais assez bien les pièges qui étaient tendus. Puisque les ovnis, c'est souvent caricaturé, c'est souvent discrédité, et c'est un sujet qui est souvent tourné en ridicule. Et donc j'avais un peu peur de tomber dans ces pièges, et puis j'ai réfléchi, et on s'est mis d'accord sur l'idée qu'il s'agissait d'élever le débat, et de faire un film qui soit une vraie réflexion sur ce phénomène ovni, comme on dit, qui est très complexe, et je suis parti à l'aventure. Alors pour cette aventure, tu m'as proposé de rencontrer, dans un premier temps, une douzaine d'intervenants que tu as choisis et qui, j'avoue, étaient très bien choisis. Alors, on est parti, c'était il y a 10 ans, donc c'était une aventure qui a duré très longtemps, et on a interviewé une douzaine de personnes, ce qui a fait 32 heures d'interview. Et là, premier piège, comment mettre tout ça réduit dans l'espace d'un film, c'est-à-dire environ 1h30, 1h03. Et là, il y a un petit miracle qui s'est produit. C'est que, de façon assez aisée, alors que je ne m'y attendais pas du tout, le piège n'était donc pas là, mais de façon facile, ces 33 heures d'interview, on peut se réduire à 1h15. C'est un vrai petit miracle. Oui, c'est-à-dire que tous ces intervenants avaient des choses à dire, profondes, qu'ils avaient vécues avec ce sujet longtemps dans leur vie, et du coup, il s'est construit un récit. C'est-à-dire qu'on partait d'un point A, d'une situation donnée sur les ovnis, pour arriver à une autre vision des ovnis à la fin de ce discours entrecroisé entre les personnages. Mais qu'est-ce que j'avais ? Une émission de radio. Je n'avais pas un film, mais j'avais 12 personnages qui succédaient, qui alternaient sur un fond noir, et j'avais quand même prévu l'histoire, et je me suis dit, il va falloir illustrer tout ça. Deuxième temps, je suis parti à la recherche d'illustrations. Donc, pour mon idée de départ, c'était d'avoir des bulles de réalité, prises dans la vie quotidienne que tout le monde connaît, et confronter le récit de ces personnes qui racontent des choses un peu bizarres à une réalité très ordinaire. Alors ça marchait très bien dans le montage, j'ai commencé, ça marchait très bien pendant environ un quart d'heure, et puis après, d'une part, ça devenait répétitif, évidemment, et d'autre part, surtout, le discours des personnages, des intervenants, prenait une dimension un peu extraordinaire, et le réel ne suivait plus, évidemment, et on avait envie d'en voir plus, puisqu'ils racontaient des choses tellement incroyables que montrer la place Bellecour ou un paysage semblait dérisoire. Donc il fallait trouver une autre solution, il fallait trouver une idée qui m'est venue, qui était de montrer une réalité augmentée. De même qu'on parle de l'homme augmenté dans la sphère des transhumanistes, on peut faire une réalité augmentée. Et c'est un des intervenants qui m'a soufflé l'idée, qui est Philippe Solal, professeur de philosophie, qui compare dans le film les ovnis aux objets, aux créatures qu'on voit dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'ils passent à travers les murs, ils font toutes les choses que la physique actuelle ne peut pas faire. Par contre, une réalité augmentée, par ordinateur bien sûr, permettait de faire ça. Ça veut dire, en termes de cinéma, d'avoir recours à des images de synthèse. Donc là, les galères ont commencé, parce que les images de synthèse, c'est compliqué à faire. Surtout que je voulais des images de synthèse qui soient réalistes, et non pas des petits Mickey ou des choses simplifiées, mais des images de synthèse qu'on prenne pour de la réalité. Et qu'on ne sache plus ce qui était vrai et ce qui était virtuel.
Alors il y a deux façons de le faire. Il y a une façon qui est d'augmenter la réalité en plaquant des objets qui n'existent pas dans cette réalité, un peu comme les ovnis pour ceux qui croient que ça n'existe pas, ou de plaquer des objets d'une réalité informatique dans une réalité qui est matérielle. Mais on verra tout à l'heure peut-être que cette réalité matérielle est peut-être aussi informatique. Après, qu'une fois que l'ossature du film a été faite, avec ses illustrations, à la fois de la réalité, de la synthèse et une réalité composite, eh bien, le sujet devenait complexe et ne marchait plus tout seul. C'est-à-dire que les intervenants, qui étaient isolés du coup les uns des autres par des éléments de synthèse ou des éléments de réalité, ben, on perdait le fil et il fallait un fil conducteur. Oui. Et un ami m'a dit, écoute, quand on voit un film de toi, ce qu'on aime bien, j'ai plus rien, moi j'aime pas, mais il aime bien, puis d'autres aussi, c'est ta voix. Il manque ta voix. Alors j'avais pas du tout prévu de faire une voix off, un commentaire sur ce film, donc je m'y suis attelé, ce qui était très compliqué, parce que ça m'a obligé à faire une chose que je ne voulais pas faire, m'immerger dans l'expérience audiovisuelle que j'étais en train de faire. Ce qui rejoint la physique quantique, où l'observateur agit sur l'expérience et l'observation physique qu'il est en train de faire. Donc je me suis impliqué dans cette quête et le film est né. Était-ce de la curiosité? Le goût du mystère? Un désir de connaissance? J'ai toujours rêvé de voir un ovni. Comme vous, peut-être. On est pris par ce film et on sent qu'il y a une progression. C'est-à-dire que tu pars d'un point A et tu nous emmènes vers un point B. On sent nettement qu'il y a un parcours. Il y a un parcours dans ce film. En fait, il y a deux parcours. Il y a le parcours que je viens de dire, qui est celui des intervenants. Par le jeu du montage, eux aussi partent d'un point A pour arriver à un point B ou C. Et puis il y a le parcours de moi-même qui, partant d'une certaine donnée sur le phénomène ovni, arrive à d'autres considérations auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Donc ce film raconte deux histoires qui s'entrelacent et qui arrivent dans les mêmes zones à la fin du film. Et donc c'est... Alors justement, la question, c'est... qui vient tout de suite aux lèvres, c'est est-ce que tu es le même au début du film et à la fin du film, enfin à la fin du tournage du film et du montage du film? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en toi? Est-ce que ta vision des ovnis et du monde a changé? Est-ce que ça t'a procuré quelque chose, ce film? Oui, ça m'a procuré beaucoup de fatigue déjà, parce que j'ai épuisé quand même, enfin épuisé entre guillemets, mais 4 motion designers pour faire les images de synthèse. Mon ami Didier m'a dit, mais ce que tu demandes devient très compliqué, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à tout faire, il y en a trop, donc il a fallu que je trouve d'autres graphistes, informaticiens, et les choses sont très compliquées en synthèse, puisque quand on fait une image, pour la voir, vu que c'est tourné en format cinéma en 4K, pour la voir, des fois, il faut 1 heure de calcul pour voir une image. Puis on s'aperçoit qu'elle ne va pas, donc on modifie un élément, et il faut à nouveau 1 heure de calcul. Comme il y en a 25 par seconde, eh bien vous voyez le temps que ça peut prendre, et les complexités, et du coup, ça devient un film épuisant. Donc, sur 1h52, il y a combien de temps d'image de synthèse? 35 minutes. 35 minutes? Oui. C'est un tiers du film. En gros, le film, il y a 3 tiers. Il y a 35 minutes d'image de synthèse, 35 minutes d'intervenants et 35 minutes d'illustration plus ou moins composite. Il y a un équilibre dans ce film. Voilà. Sans ça, est-ce que maintenant, après avoir exploré ce domaine qui était un petit peu nouveau pour toi, quoique tu l'avais déjà exploré dans ton film sur Rennes-le-Château, oui, il y avait quelques témoignages, des observations faites dans le secteur. Oui. Est-ce que maintenant tu peux dire, oui, je sais ce que c'est que les ovnis? Non, je ne sais pas ce que c'est, mais les ovnis changent sans arrêt de forme, donc c'est très difficile à saisir, puisque dès qu'on croit qu'on l'a compris, hop, ils proposent autre chose. C'est vrai. Et alors, ce que m'ont appris les ovnis, en faisant le film, c'est le rapport très étroit qu'il y avait entre les ovnis et le cinéma. Donc l'idée de faire un film sur les ovnis, mais un vrai film, pas un documentaire qui soit justement de la radio ou quelque chose d'approchant, mais faire un vrai film avec des moyens de cinéma, avec de la synthèse, etc.,
apportait quelque chose au sujet lui-même. Pourquoi faire un film qui sorte au cinéma? Parce que les ovnis ont un rapport très étroit avec le cinéma et avec la notion de spectaculaire. Les ovnis, curieusement, les observations d'ovnis, et ça se voit dans le film, recoupent des schémas cinématographiques. J'en ai trouvé un certain nombre. C'est ce que Gildas Bourdet appelle la monstration. Oui, la monstration. La monstration. Alors, le premier... Une mise en scène. Le premier thème que tout le monde connaît, qui est propre au cinéma, c'est le suspense. Les ovnis font du suspense. Par exemple, dans le film, il y a 2 séquences qui sont traitées avec le suspense. La première, c'est la séquence de Valençol. Un homme, seul, dans un champ. Un cultivateur, le matin, à l'aube déserte dans la campagne, va vérifier son champ de lavande et puis il voit des gens dans le champ de lavande. C'est en plus un plateau à Valençol, juste une route au milieu et ça fait penser à la séquence caractéristique de La mort aux trousses, où il y a un personnage, Cary Grant, qui attend, où un personnage attend quelque chose qui n'arrive pas et qui finalement arrive. C'est un avion qui l'asperge de produits chimiques. Mais disons qu'on a les notions de suspense avec Valençol. On l'a aussi avec l'affaire de Téhéran, que là on a illustré en synthèse, qui est la notion de poursuite, où on voit un avion à réaction qui va poursuivre un ovni. Le deuxième rapport avec les ovnis, c'est le spectacle. Alors, dans le film, j'ai évoqué plusieurs notions de spectacle. La plus évidente, c'est l'observation de Fatima. Pour certains, l'apparition de la danse du soleil, il y a 70 000 personnes. Donc les gens voient le soleil qui danse dans le ciel, ce qui est impossible. Certains ont imaginé que c'était un ovni. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a 70 000 personnes, puisque l'événement avait été prévu et annoncé dans la presse. Donc on a du cinéma à grand spectacle. Et ça a marqué les esprits, puisqu'on parle toujours de Fatima. On aurait dit que le soleil se détachait du ciel. Il sembla descendre en zigzag, comme s'il allait tomber. Mais il y a bien d'autres éléments qui font du spectacle. Par exemple, Joël Ménard parle d'ovnis qui prennent la forme d'avions. D'avions qui ont des difficultés, qui s'écrasent. Alors les gens appellent la police, les pompiers, et on ne trouve rien. Ce qu'il appelle les crashs de rien. Les crashs de rien. Il parle aussi, et c'est montré dans le film, un parachutiste à Quiberon qui descend et qui plonge dans la mer. Et alors évidemment on se demande ce qu'il devient, mais il ne devient rien puisque c'est un parachutiste virtuel. Les ovnis jouent avec la réalité virtuelle, comme le cinéma, avec des spectateurs. Parce que s'il n'y a personne pour regarder le parachutiste, personne n'appellera la police et le spectacle tombe à plat. Donc il faut qu'il y ait des spectateurs. Le troisième élément, qui est propre au cinéma aussi, c'est le fantastique. Des thèmes fantastiques, l'histoire des ovnis en montre beaucoup. La plus intéressante, c'est évidemment les récupérations d'objets dans des bases secrètes, des cavernes, des souterrains. Il y a Roswell, bien entendu, et des monstres. La notion de secret, on cache quelque chose, on dissimule quelque chose. Oui, il y avait des échanges avec ces entités, et de façon bien plus élaborée qu'à Mainotte. Cette base, je me suis amusé dans le film, elle a située dans un volcan. C'est un peu un clin d'œil à Jules Verne, mais c'est un volcan qui est fait en images de synthèse, qui est volontairement un peu bande dessinée pour montrer le côté... Ça m'a fait penser, en faisant le film, je pensais à King Kong, à la fameuse île de King Kong, qui est une île un peu schématique, mais qui pousse au rêve. Et donc avec un certain merveilleux et peut-être aussi un certain fantastique. Il y a aussi la reconstitution de la base de Mainotte dans le Dakota qui est très impressionnante. Enfin, moi, j'ai lu. Là, on est vraiment au cœur de ces silos de missiles qui sont des fusées destructrices. Alors ça, c'est très impressionnant. C'est fantastique, un peu limite science-fiction. Oui. À Téhéran, nous avions remarqué que les ovnis pouvaient bloquer les commandes de tir d'un avion. Alors, ouvrir ce silo. Un jeu d'enfant. Un nouvel élément encore qui est propre aux ovnis, c'est la mythologie.
on voit dans le film, les ovnis jouent avec la mythologie. C'est ce qui a bien montré notamment Jacques Vallée, avec l'idée que les ovnis reprenaient les thèmes du Moyen-Âge, les fées, les lutins, etc., les diables, les anges et les sylphes. Ce serait bien de montrer ça dans le film, pour montrer justement le côté virtuel du phénomène ovni. De vraies fées. On pourrait les prendre dans ses bras. De vrais lutins. Ils feraient entrer l'univers des légendes dans notre réalité matérielle. Alors, il ne s'agissait pas de faire un dessin animé parce que ça ne marchait plus à ce moment-là. Donc j'ai filmé une vraie forêt et dans laquelle j'ai mis des faux sylphes et des fausses fées et un faux lutin qui sont faits en images de synthèse. Et on retrouve là les principes du cinéma également. Et puis pour continuer cet épisode sur ovnis et cinéma, qu'est-ce que le cinéma? Avant tout, c'est l'art du réel. On est à Lyon, c'est le pays des Frères Lumière. Le film fait allusion évidemment aux Frères Lumière et à l'entrée d'un train en gare. Mais ce qui est intéressant à l'époque, quand les gens ont vu l'entrée du train en gare, de la Ciotat, ils ont eu peur. Parce qu'ils ont cru que le train allait les écraser et entrer dans la salle. Donc on a une image, une gravure, on voit les gens qui partent en courant. C'est joué, c'est pas joué, mais il y a le côté du réalisme fantastique. Et ça, on est très très proche des ovnis. L'ovni qui va donner à la réalité une autre dimension rejoint finalement ce que fait le cinéma. L'autre élément que m'a fait découvrir ce film, puisque c'est notre question de départ, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ce film? Eh bien, ça a été les images de synthèse qui donnent une nouvelle vision de la réalité. On a des logiciels, et dans ces logiciels, il y a des formes simples, des cubes, des sphères, des tubes, et on va assembler sur l'écran de l'ordinateur des sphères, des tubes, etc., en leur donnant la dimension qu'on veut, pour faire des objets. Par exemple, on a reconstitué la Tour Eiffel. Combien il a fallu d'objets pour faire la Tour Eiffel? Ce qu'on appelle en langage d'image de synthèse des polygones, ce qui rejoint d'ailleurs les thèmes platoniciens des polyèdres. Oui. Et ça, on va y en parler tout à l'heure. Mais pour reconstituer la Tour Eiffel, on a mis 350 000 polygones quand même. 350 000 assemblés et gérés par un logiciel, ce qui fait que ce logiciel permet de voir ces polygones sur toutes les faces, passer à travers, leur donner une texture, les faire évidemment s'affranchir de la gravité, etc. etc. Et alors pourquoi on a reconstitué la Tour Eiffel? Bien pour montrer justement que l'image de synthèse touchait en fait à la physique la plus moderne actuelle, c'est-à-dire la physique de l'information. Dans le mot information, il y a le mot informatique, qu'on le veuille ou non. Donc on a fait une tour Eiffel informatique pour montrer ce qu'étaient justement ces images de synthèse. Donc l'idée, en quelque sorte, c'est de montrer que les ovnis manipulent la réalité comme l'informaticien manipule des logiciels informatiques. Exactement. Et ils font pareil que les logiciels. Par exemple, il y a un logiciel, plusieurs logiciels qui font ce qu'on appelle du morphing. Ah oui. C'est-à-dire qu'on prend un objet de synthèse et le logiciel, on prend un objet de synthèse de départ, par exemple une caméra, et on prend un objet d'arrivée, par exemple un porte-avions. Et la caméra, sous nos yeux, va se transformer par le logiciel en porte-avions. Exactement comme un ovni peut se transformer de soucoupe volante en sphère, en triangle. Donc ils font exactement comme les informaticiens, ce qui quand même pose très intéressant, des questions sur notre réalité. Exactement, dans quoi vit-on? Alors évidemment c'est Matrix, hein, on peut le penser, bien sûr. Mais ça va plus loin que ça encore, ça c'est un peu anecdotique. Par exemple, il y a une séquence du film que j'aime bien qui a demandé 6 mois. Hein. J'ai demandé à Didier de reconstituer l'explosion atomique de Trinity Site. La première explosion atomique, soi-disant, aux États-Unis. Et pourquoi on l'a reconstituée en image de synthèse? Parce qu'il existe plein d'archives d'explosions atomiques, et je ne voulais pas la montrer comme ça, je voulais qu'on aille à l'intérieur du champignon. Ce qui, en réalité, évidemment, est impossible, vu qu'aucune caméra peut aller à l'intérieur du champignon sans exploser elle-même. Donc, la synthèse le permet.
construit un faux champignon informatique et après la caméra est partie à la rencontre des atomes. Alors, pourquoi? La synthèse et la réalité rejoignent les ovnis. On dit, et de façon à mon avis assez justifiée, que lorsqu'on faisait une expérience nucléaire, on observait des apparitions d'ovnis. On en a observé à Trinity Site, on en a observé partout, au point que certains se demandent si les Américains et les Russes ne faisaient pas exprès de faire des expériences nucléaires pour susciter l'apparition d'ovnis, ce qui aurait pu être une origine du crash de Roswell, qui est à côté de Trinity Site d'ailleurs. Tout à fait, dans la même zone. Et alors là, on touche à quelque chose d'extraordinaire, bouleversante même, qui nous est arrivé, que je raconte dans le film, parce que c'est pour ça que je me suis impliqué dans le film, parce que en touchant à tout ça, on produit des événements. Ça va nous amener aussi à d'autres aspects. Donc on a passé 6 mois à faire ce plan. On voit au petit matin la bombe atomique explose, le champignon rentre dans le champignon. Et Didier, qui avait travaillé 6 mois là-dessus, voit un ami et lui dit l'ami lui dit qu'est-ce que tu fais actuellement? Il dit je viens de reconstituer l'explosion de Trinity et on passe à l'intérieur du champignon. Et cet ami lui dit c'est comme dans le film de David Lynch, Twin Peaks, saison 3, où on voit les caméras qui rentrent dans le champignon. Alors ça, on ne le savait pas du tout, parce que à l'époque, Twin Peaks était à peine sorti, mais quand on a commencé à faire le plan, il n'était pas sorti du tout. Donc il y a eu ce que Jung appelle une synchronicité entre la tentative de David Lynch, qui lui aussi l'a fait en synthèse, bien sûr, il ne pouvait pas entrer dans le champignon, et nous-mêmes, on a fait le même plan, avec le même mouvement. Lui, il l'a fait en noir et blanc, nous, on l'a fait en couleur. Lui, c'était pour faire un peu archive, et nous, c'était pour faire un peu plus fantastique. En touchant la matière, en touchant les atomes, en touchant les formes géométriques pures qui génèrent la matière, on va agir sur l'espace, évidemment, et aussi sur le temps. D'où le titre, le temps des ovnis. C'est le temps des ovnis parce que c'est maintenant, mais c'est aussi autre chose, c'est que dans les ovnis, non seulement ils travaillent un peu comme un informaticien en jouant avec l'espace et le temps, mais dans les ovnis, il y a un autre temps que le temps humain, manifestement. C'est ce que certains observent, c'est quand ils approchent d'un ovni, l'espace se dilate, le temps se dilate, ce qu'on appelle des missing time. Oui, il y a une modification de l'espace-temps autour du témoin, oui, c'est vrai, effectivement. Alors, on arrive à un autre aspect, après l'aspect atomique, l'aspect informatique, et on arrive à un aspect psychologique. C'est-à-dire que, notamment, avec cette idée qui fait la bascule du film. Au début, les hommes ont envie d'entrer en contact avec des êtres venus d'ailleurs, ou peut-être des hommes venus du futur, enfin bon, mais des êtres, des entités venues d'ailleurs d'un autre temps et d'un autre espace. Donc, ils ont souhaité, l'idée c'est même qu'on faisait des explosions pour faire arriver, pour susciter ces apparitions. Mais dans un autre temps, les ovnis ont peut-être aussi voulu venir nous voir. Et voulu venir nous voir de très près. Donc ils ont joué le jeu. Donc il y a un jeu, et ça rejoint le cinéma, il y a un jeu entre les ovnis et nous. Et alors, d'une part, nous, on les attire, et eux, quand ils viennent, ils nous attirent. Tant et si bien que des gens, très nombreux, 8 millions de personnes, a-t-on dit, aux États-Unis dans les années 80, ont affirmé avoir été enlevés, abductés, comme on dit en anglais, enlevés par les ovnis, entrés dans une soucoupe volante, où là, ils ont subi des problèmes et des sévices d'ordre généralement sexuel. Des examens médicaux, on va dire. Oui, des examens sexuels, prélèvement de sperme, d'ovules. Ce qui fait que c'est important que ce soit ça. Alors peut-être pourquoi? Pour faire des manipulations génétiques, enfin tous les fantasmes peuvent germer, mais surtout ça montre que l'inconscient a un rôle dans le phénomène ovni. Si des gens imaginent, rêvent, qui vont dans une soucoupe volante et qui subissent des accouplements avec de gracieuses extraterrestres, on est en plein fantasme psychanalytique. C'est pour ça qu'il y a une partie du film,
Alors je n'ai pas parlé de Freud parce que c'était quand même loin du sujet, ni de son rapport avec Jung, bien qu'on aurait pu en parler, mais on ne peut pas parler de tout, puisque Jung s'est intéressé logiquement aux ovnis, parce qu'il a écrit un livre, un mythe moderne, qui est sur son dernier livre, sur les apparitions d'ovnis, justement. Mais pourquoi s'est-il intéressé à ça? C'est parce que, alors là, le film en parle. Donc on a évoqué tout à l'heure la synchronicité, qui est un concept et une expérience vécue très jungien, par Jung, oui, bien sûr. Et c'est très bizarre, c'est-à-dire que deux événements qui n'ont pas de rapport entrent dans la réalité, deux événements réels, entrent en dialogue et vont créer un sens. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors Jung explique le phénomène en partie par l'archétype, c'est-à-dire que les synchronicités naissent des émotions des personnages et qui vont avoir accès dans leur inconscient à des archétypes, ce qu'on appelle aussi l'inconscient collectif, qui va modifier la réalité. Et là, Jung avait participé à des rencontres à Ascona, au bord du lac Majeur, avec des personnes qui, comme lui, partageaient les mêmes interrogations, c'est-à-dire Mircea Eliade, Marie-Louise von Franz, Henri Corbin, Gilbert Durand, Martin Buber se réunissaient, puis plein d'autres se réunissaient. Paoli aussi, le physicien. Non, je ne crois pas qu'ils soient venus à Ascona. Par contre, Jung et Paoli ont communiqué. Paoli, qui a été prix Nobel, et qui s'intéressait à la physique quantique. Alors la physique quantique, justement, étudie un phénomène bizarre, comme je disais tout à l'heure, où l'observateur va influencer l'expérience. Et la synchronicité, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la personne va influencer la réalité qui va lui répondre, bizarrement. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité qui répond? C'est une question que se sont posées les personnes qui se réunissaient dans les rencontres Eranos, donc à Ascona. Et Henri Corbin, j'ai essayé de l'illustrer dans le film, ça marche assez bien d'ailleurs, d'après les quelques publics tests qui ont vu la séquence. Je sens que dans le public, il fait qu'il ne faut pas fuir le compliqué, ni le complexe. Il faut y aller à fond, et il en restera toujours quelque chose, même si tout n'est pas compréhensible, et loin de là, tout n'est pas compréhensible. Alors, on est au monde. Donc, c'est Londres. On vit dans le monde réel, comme nous, là, on est en train de faire une interview. Bon. Puis on a des idées aussi. Alors, les idées, ce n'est pas visible, c'est abstrait, c'est intellectuel. Le monde réel, c'est concret, c'est matériel. Et puis entre les deux, vous avez les images. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Quand on rêve à des choses extraordinaires, et puis même on peut rêvasser au Père Noël, au loup-garou, à tout ce que vous voudrez, mais ça n'existe pas, c'est des illusions. Et Henri Corbin dit qu'il y a un quatrième monde, plus intéressant, et qui fait le pont entre les idées et le monde réel, alors que l'imaginaire ne fait pas le pont. Et au contraire, il coupe du monde réel, ce qui fait qu'une partie du public vont dire les ovnis, ça n'existe pas parce que c'est imaginaire. Mais si on prend la thèse d'Henri Corbin, les ovnis, ça peut exister parce qu'ils font partie d'un quatrième monde qu'il appelle le monde imaginal. Ce sont des images, comme le cinéma, mais des images qui ont une assise réelle. Si vous allez au cinéma, vous voyez Gérard Depardieu sur l'écran. Alors vous dites, ça n'existe pas, parce que c'est sur un écran, c'est un film. C'est imaginaire. Depardieu, je suis désolé, il n'est pas imaginaire, il existe. Donc ce que vous voyez, c'est toute l'ambiguïté du cinéma, c'est réel et c'est imaginaire. Et c'est imaginaire en même temps, c'est donc imaginal. Ça fait la synthèse entre les deux. C'est notamment le cas des lieux sacrés. Pour ça, le rapport entre les ovnis et le sacré est très important. Pour ça que dans le film, je me suis amusé à mettre des anges, des démons, des dieux antiques. On voit Anubis, on voit Neptune, etc. Parce qu'il y a un rapport très étroit avec les dieux sacrés, les dieux de l'Antiquité, par exemple. Donc, vous entrez dans une église, c'est réel une église, bien sûr. Mais si vous êtes un peu ému par les images que vous voyez, les vitraux, les saints, les statues, etc., vous entrez dans un autre univers qui est le monde imaginal. Et les ovnis, à mon avis, sont dans ce monde imaginal. Ce qui nous interroge évidemment beaucoup sur notre présence au monde. On est présent à quoi?
à l'imaginal, à la réalité, aux idées, à l'imaginaire, comment ça fonctionne, tout ça. Donc on dépasse de loin Freud et on complète un peu Jung. C'est là où on s'aperçoit que le projet de ce film dépasse largement ce qu'on a l'habitude de voir. Alors je ne vais pas citer de nom, mais sur les grandes chaînes de télévision ou même parfois au cinéma, c'est vraiment un film qui ne laisse dans l'ombre aucun aspect du phénomène OVNI. Oh ben, on aborde tous les aspects, je peux le dire. Pas tous, je ne sais pas, le monde est infini, donc tous les aspects connus de ce phénomène. Oui, connus ou soupçonnés. Oui. Enfin, voilà, c'est vraiment un film complet sur la question des ovnis, et rien n'est laissé dans l'ombre, on aborde tous les sujets sans tabou. Donc c'est un vrai film de réflexion, un vrai film de réflexion sur ce sujet. Par exemple, même si on n'y croit pas, le film peut apporter quelque chose. Les ovnis, c'est un miroir. C'est notre miroir. C'est un miroir. Donc toutes nos idées, tous nos fantasmes, toutes nos hypothèses sont projetées dans les ovnis qui nous les renvoient. C'est ça qui est étonnant. Parce qu'ils pourraient déjà ne pas exister et puis s'en ficher complètement. Donc, et ne ça rien dit nous beaucoup renvoyer. de choses sur nous, les ovnis. Par exemple, alors qu'est-ce que ça dit? C'est une partie du film qui est intéressante aussi, à mon avis, fondamentale même. Ça dit quelque chose sur notre futur. Qu'est-ce que notre futur? Actuellement, c'est un secret pour personne, on est à la croisée des chemins. Entre d'une part, une société qui évolue vers un matérialisme de plus en plus prenant et qui est à base d'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'on va devenir des hommes bioniques. Par exemple, les hommes, on fait déjà des implants, comme les ovnis qui font aussi des implants, d'après les abductés. Les ovnis anticipent ce qui va se passer, c'est ça qui est très troublant. Et les ovnis, dès les années 70, les abductés, comme on dit, ils disaient on m'a implanté des choses dans le bras, etc. Puis on les voyait même, pour certains, comme le docteur Lear, et ils les extrayaient même du bras. Donc les implants, ça existe aujourd'hui. Je découvris que par la suite, dans les années 1990, des chirurgiens avaient extrait des implants du corps d'autres personnes et les avaient fait analyser. Tout le monde se fait mettre des fémurs artificiels, des cristallins artificiels pour la cataracte, des cœurs artificiels, et on va arriver à un homme artificiel si on continue, et assez vite. Il y a même des hypothèses où on envisage de transférer, et là c'est passionnant, enfin c'est fou, mais l'esprit humain dans des disques durs. Oui. Ce qui fait que l'homme, quand il mourra, il va garder un souvenir dans un disque dur qui pourra être réimplanté dans un cerveau. Ça a été fait, déjà. Ça a été fait sur des vers de terre. Alors, c'est pas une pensée très évoluée, mais ça a été fait sur des vers de terre. Ça a été fait. Il y a un livre formidable qui s'appelle le règne du Minotaure. Je ne sais pas le titre exact. De deux professeurs de philosophie qui parlent de ça, justement. Mais ça pose aussi la question de savoir qu'est-ce que la conscience. Est-ce qu'on peut transférer la conscience sur un disque dur? Ça suppose qu'on peut la numériser quelque part et qu'on peut la rendre semblable à une espèce... Mais justement, est-ce que là, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que la conscience humaine? Est-ce que la question des ovnis ne nous amène pas aussi à cette question? Mais bien sûr que si. Donc c'est pour ça qu'il y a un choix, où on va vers une société de plus en plus matérielle, avec des robots, etc., une intelligence artificielle, qui va nous priver... Oui, c'est ça. Le sous-titre de ce livre, c'est « Penser la technique ». Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas penser la technique. Elle pense pour nous. Ben, on le voit dans notre ordinateur, il prend la main, et puis nous, on n'a plus qu'à attendre son bon vouloir, qu'il ait fini le calcul, etc., etc. Donc il y a toute une évolution là-dessus, mais qui n'est pas forcément bénéfique pour l'homme. Et les ovnis, à mon sens, alors ils intègrent cette évolution dans le film, on voit aussi des... Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les aspects dans le phénomène OVNI, et lors des abductions, justement, tu as des témoins d'abduction qui disent il y a l'OVNI qui arrive au-dessus de mon lit ou de ma maison, et j'avais l'impression de sortir de mon corps. Oui. Comme s'il vivait une expérience hors du corps et que sa conscience sortait de son corps. Donc ça contredit un petit peu le fait que la conscience peut être... Donc ça pose des questions, plus que ça n'apporte de réponses. Les abductions, justement, j'en parle un peu dans le film avec Marie-Thérèse de Brosse, renvoient aux expériences de mort imminente.
où la personne, quand elle se voit ou s'imagine aspirer dans l'OVNI, traverse un tunnel et au bout du tunnel, il y a de la lumière avec des êtres bizarres. Alors soit ils sont ouverts, soit ils sont... Mais ça ressemble à une expérience de mort imminente, une expérience spirituelle. Est-ce que les ovnis ne nous donnent pas, je ne dis pas une clé, mais un message sur la mort? Pourquoi? Parce que, alors j'en reviens, c'est ce que nous explique un philosophe, docteur en philosophie des sciences, donc il sait quand même à peu près de quoi il parle. Je vais développer parce que ça c'est très troublant aussi. Quand les Américains ont fait exploser une bombe atomique à Trinity, dont je parlais tout à l'heure. Il y avait, pour mettre au point cette bombe, tout ce que la physique la plus avancée pouvait compter, du moins dans le monde libre, c'est-à-dire Einstein, c'est-à-dire John von Neumann, c'est-à-dire Archibald Wheeler, c'est-à-dire Fermi, c'est-à-dire Richard Feynman. Donc tous ceux qui ont pensé la physique contemporaine, dite physique quantique, qui s'est transformée d'une branche, une branche de la physique quantique est devenue aujourd'hui la physique dite de l'information, qui renvoie donc à l'informatique, aux ordinateurs, aux images virtuelles de synthèse que j'expliquais tout à l'heure. Et si on continue, on s'aperçoit qu'en fait on n'a rien inventé. Et ça c'est le plus extraordinaire. C'est-à-dire que la physique de l'information, elle existe. C'est une physique antique, physique quantique, physique antique, puisqu'elle est déjà en place avec Pythagore et avec Platon. Pour eux, le monde est au départ des nombres qui se manifestent par des polyèdres, des formes géométriques simples. Si vous pensez le 1, c'est un point, 2, c'est une ligne, 3, c'est un triangle, 4, c'est un cube, ou un carré, comme vous voudrez. Et si on est en 3D, ce sera un cube. 6, ce sera une étoile à 6 branches, 7, etc. Après, ça devient les étoiles. C'est étrange que les nombres deviennent des étoiles. Et donc, la physique moderne rejoint la physique antique. Ça va même encore plus loin dans le film. Je fais apparaître à ce propos justement un dieu antique que tout le monde connaît, plus de nom au moins, qui s'appelle Mercure, c'est-à-dire Hermès pour les Grecs, Thoth pour les Égyptiens. Et le symbole du dieu Hermès, c'est le caducé que vous voyez dans toutes les pharmacies et sur les pare-brises de médecins, c'est-à-dire 2 serpents qui s'enroulent autour d'un mât. D'un bâton, oui. Et les esprits trop rationnels vont dire que c'est purement spéculatif. Et je pense que les philosophes antiques, en inventant le caducée, par synchronicité, je ne dis pas qu'ils avaient vu l'ADN, mais ils ont eu l'intuition qu'il y avait dans la construction du vivant une double hélice, qu'ils ont symbolisée par des serpents. Et puis c'est aussi le serpent de la Bible. Hein, on est bien d'accord. Et donc, les ovnis sont accusés parfois, par les abductés, de procéder à des manipulations génétiques, d'où les fameux hybrides. D'où l'idée que peut-être des ovnis, puisqu'ils peuvent changer de forme, s'ils sont peut-être des hommes avec 3 têtes et 15 yeux, 16 yeux, ils peuvent prendre la forme d'un homme ou d'une femme et se promener parmi nous et en étant de la réalité sans être de la réalité. Et donc, à partir de là, le film devient vertigineux et pose la question, une question clé. Là, j'aimerais la développer un petit peu, ce qui est un autre aspect que j'ai découvert dans le film. En faisant le film, j'ai essayé de faire un film qui soit beau. J'ai essayé de travailler beaucoup les images et d'avoir une dimension artistique et esthétique dans ce film. Pourquoi? Pas pour le plaisir de faire beau, enfin encore que ce soit un plaisir, mais c'était pas le but premier, c'est que les ovnis touchent aussi au monde de l'art. Pourquoi?
Parce que l'art, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un poème, une symphonie, un tableau, une sculpture, procède à ce qu'on pourrait appeler de façon osée une abduction. Quand vous écoutez un morceau de musique, vous n'êtes plus dans l'espace et le temps. Vous êtes dans un autre espace-temps. Et vous rejoignez la source, une des sources de la création artistique et des ovnis. Même sur les sciences. J'évoque aussi le phénomène Tesla, un des plus grands savants du XXe siècle. Il disait que ces découvertes lui arrivaient d'un seul coup, toutes faites. Un plan. Et un plan, c'est une image. C'est une image venue de l'imaginal, bien sûr, puisque cette image va pouvoir donner naissance à une machine ou à l'électricité alternative qu'on connaît. Eh bien, les musiciens, par exemple, c'est pareil. Mozart, il dit bien qu'il reçoit l'œuvre toute faite. Enfin, toute faite. Après, il faut l'écrire, puis il faut la faire jouer, puis il faut la modifier si les instrumentistes ne peuvent pas la jouer comme il faut, etc., etc. Il y a tout un énorme travail à faire après, mais au départ, ça arrive tout seul. Et les ovnis ont un rapport avec l'art. J'en suis sûr, puisqu'ils sont dans un autre temps, et dans un monde où on joue avec les formes, comme un musicien va jouer avec les sons, comme les peintres vont jouer avec la réalité. Par exemple, dans un livre de Carlo Rovelli, qui vient de sortir, il parle de la physique quantique, puisque c'est un scientifique, et il dit, dans un ordinateur quantique, on a des qubits. Et il dit, dans le mot qubit, par synchronicité, on a le mot cubisme. Qu'est-ce que c'est que le cubisme? C'est très simple. C'est réduire, on reprend un part de Cézanne, c'est réduire une réalité complexe à des empilements géométriques. Comme la montagne Sainte-Victoire, c'est ce qui lui plaisait à Cézanne, parce qu'elle lui apportait une vision géométrique d'une réalité. Et le cubisme part de cette vision géométrique, mais la situe dans l'espace, c'est-à-dire qu'on peut voir de façon géométrique une femme, un personnage, un pot de fleurs, n'importe quoi, mais sous plusieurs angles, qui s'empilent les uns les autres. C'est exactement ce que font les images de synthèse, en fait. Et donc, c'est notre réalité aussi. Alors moi, je peux témoigner, parce que je connais le film, hein, je l'ai vu, et je peux dire que c'est vrai que ce film a une dimension esthétique très importante. C'est vraiment un très beau film, visuellement. Même si on ne comprend pas ce qui est dit, déjà, comme on dit, on en prend plein les yeux. Et je pense que c'est une des qualités majeures de ce film. Ouais. C'est la beauté de ce film. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que tu as voulu faire. Artiste et j'insiste. C'est-à-dire que c'est un film de réflexion, mais en même temps, c'est un film qui est beau et qui se regarde. Voilà, on est pris sous le charme. Le cinéma, c'est le 7e art. C'est le 7e art. Pourquoi la beauté? Il y a une réalité qui est celle du récit, de ce que disent les gens. Mais il y a des arrière-plans. Et il y a ce qu'on appelle l'inconscient, dans lequel naissent, gisent des archétypes et qui codent et qui par la forme esthétique vont sortir de la réalité. Par exemple, et ça on rejoint des synchronicités. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, il fallait que je filme des illustrations. Par exemple, la place Bellecour, puisqu'on est à Lyon, la place Bellecour, c'est la place Bellecour. Bellecour. Oui, oui, voilà, déjà le mot nous dit quelque chose. Mais continuons. Derrière un paysage, vous avez des mots qui nomment le lieu, place Bellecour, et puis vous avez une histoire du lieu aussi. Les lieux ont une histoire. La place Bellecour, ça nous raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Magonia, des tempestaires, c'est-à-dire des êtres au temps de Charlemagne qui débarquent d'un engin volant. Évidemment, ils ne plaisent pas aux Lyonnais. Et un évêque à Gobard raconte cet épisode. Il sauve les Magoniens, qu'on appelle aussi les tempestaires, qui sont des aliens avant. Alors, vous voyez, la place Bellecour, on peut... Autre chose encore comme lieu, il y en a plein, tous les lieux. Il y a un lieu qui est très intéressant, enfin, je ne sais pas si tu en parles dans le film, c'est Valençol. Ah oui, alors. Déjà, Valençol, le Val du Soleil. Bah, bien sûr. Et je crois que le blason de la ville de Valençol, c'est un soleil, il me semble. Hein. Oui, et juste à côté, on a quoi? Iter. Alors, ça n'existait pas lorsque Mas a vu son ovni, mais bon. Mais il y avait Cadarache. Il y avait Cadarache, ouais. Étonnant. Ces bâtiments abriteront bientôt le tokamak. Donc il y a des liens symboliques. Les lieux... J'ai choisi des lieux qui m'inspiraient tout bêtement. Ouais. Par exemple, un lieu que dans le film, vous verrez, on a une petite chapelle dans les environs de Lyon où il y a des grosses pierres.
est-ce que c'est des mégalithes, pas des mégalithes, on n'en sait C'est rien. un Randani, oui. La chapelle est romane, je suis allé, et là Très belle, passait un couple qui regardait le paysage. Ben, pour moi, c'était Adam et Ève, qui regardaient un paysage qui lorgnait vers le paradis, vu qu'il est très beau, vu qu'il y a une chapelle romane qui évoque quand même l'origine de l'homme. Et puis je me suis dit, allons-y, alors on va faire une image composite. Donc j'ai fait venir un pommier de synthèse, qui arrive avec ses pommes. Bah oui, si c'est le paradis, il y a le pommier, il y a le tree of life, l'arbre de vie. J'ai mis un olivier parce que voilà, ça pouvait faire un peu exotique. Et puis, ça va très loin, si ça rejoint l'art. Et j'ai fait venir des grosses grappes de raisin qui viennent du haut du cadre et qui descendent. Et ça, c'est une allusion consciente que j'ai faite à un tableau de Poussin qui s'appelle L'Automne. Vous avez deux personnages qui portent une grappe de raisin énorme, qui traîne presque par terre, qui fait au moins 1 mètre de long, et pour évoquer l'abondance du paradis terrestre. Et ce paradis terrestre, donc, qui est lié aussi au mythe ovni. Alors, il faudrait relire Biglino, il faudrait relire le livre d'Enoch, il faudrait relire Sitchin, où certains archéologues, etc., penseurs, disent que les ovnis viennent depuis la nuit des temps, sont peut-être à l'origine de l'humanité. Enfin bon, mais vous voyez comme à partir d'un lieu, on peut le décliner, l'accoucher de lui-même, si je puis dire. Donc on peut dire en fait que ce film est une réflexion non seulement sur les ovnis, mais aussi sur nous. Ouvre des portes sur la philosophie, sur la science, sur la métaphysique, sur la spiritualité. Enfin, je veux dire, on s'aperçoit que le phénomène ovni, c'est vraiment une ouverture de l'esprit sur des tas de sujets. Par exemple, encore un petit détail, mais il y a plein de petits détails. Ce qu'ils font, c'est pas pour le plaisir de mettre des codes et des pistes cachées que moi seul connais. Puisque je ne mets pas mes sources, mais je veux dire, c'est que c'est construit. Par exemple, à un moment où on parle de la fin possible de l'humanité, c'est-à-dire le contraire du paradis, la fin du monde, avec la bombe atomique, s'il n'a pas laissé quand même d'interpeller les gens. Et juste après, on voit une forêt. Bon, coucher du soleil, un peu rouge, un peu inquiétante. Et puis, j'ai demandé aux musiciens une pièce de Schumann. C'est quelques notes, un recueil de petites pièces qui s'appelle Les scènes de la forêt, c'est pour ça qu'on voit une forêt. Le morceau s'appelle L'oiseau prophète. Un bon signe. Ou l'annonce d'une catastrophe. Donc c'est l'oiseau qui parle la langue des oiseaux, cher aux alchimistes, et puis qui peut évoquer aussi l'ovni, prophétique. Enfin, c'est un petit clin d'œil, ça va. Et quand on additionne tous les petits clins d'œil, on fait une œuvre qui, j'espère, tient debout. Et puis arrive à l'inexplicable et l'inexprimable, qui est le phénomène ovni, puisque je ne suis pas plus avancé après avoir fait le film, maintenant qu'au début. C'est pour ça que c'est Joël Ménard qui a le dernier mot. Hein. Oui. Ce qu'il dit, si quelqu'un dit « je sais ce que c'est que les ovnis », il dit qu'il a tort, parce qu'en fait, lui qui a étudié les ovnis depuis au moins 50 ans, il dit « je ne sais pas ce que sont les ovnis ». Absolument. Je ne sais toujours pas ce que sont que les ovnis. Mais je crois qu'on ne le saura jamais. Et on ne le saura jamais, on ne le saura peut-être jamais. Ou alors c'est que l'homme aura changé. Mais c'est bien, tant mieux, tant mieux. Aussi, si on le sait pas. Alors si on le saura, si nous devenons les aliens. Ah, oui. C'est aussi une thèse évoquée dans le film. Et encore. Et encore, mais bon. En tout cas, merci Georges pour toutes ces explications concernant ton film. On pourrait y passer des heures. On peut y passer des heures et des heures. Et c'est là où tu as une formation, tu es agrégé de lettres, je crois. Donc c'est là où on voit toutes les références culturelles que tu fais avec les auteurs, avec la... C'est pour ça que j'ai fait ce film sur les ovnis, c'était pour sortir ce sujet de la gangue d'inculture ou de culture un peu sommaire, pour l'amener vers quelque chose qui le sorte du ridicule. Exactement. Et qui le fasse prendre en considération par des gens qui ont cette culture et qui croyaient, parce qu'ils avaient cette culture, qu'ils pouvaient se moquer du phénomène. Ouais. Alors que tu leur montres qu'ils ont eu tort. Que leur culture à eux parle du phénomène. C'est pour ça que je parle de Goethe
Goethe, il voit dans une forêt, la nuit, des lumières. Goethe. Et il se demande si c'est des extraterrestres, des gens venus d'ailleurs qui sont dans la forêt. Il parle d'un théâtre lumineux, je me souviens, lorsqu'il parle de cette observation, qui est très belle d'ailleurs. Et puis c'est la Bible. Ézéchiel, c'est un prophète, justement, qui descend avec des roues volantes. C'est quoi ces roues volantes? Il n'y a pas besoin de roues volantes pour des anges. Donc pourquoi on a mis des roues volantes? On n'a pas l'explication. Mais... Alors pour toutes ces bonnes raisons, il faut aller voir le film de Georges Combes, Le temps des ovnis. Alors, le mieux, c'est de le voir au cinéma. Oui. Pendant les 6 mois qui viennent, vous le verrez au cinéma. Oui, et après, vous pourrez, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc le film sera disponible à l'été en streaming et éventuellement en DVD. Voilà. Mais l'image véritable, c'est celle du grand écran. Du cinéma. Et du son en 5.1 avec des ovnis qui vous passent au-dessus de la tête, etc., etc.